Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre en direct sur ce deuxième talk show spécial Festival de Luchon. On est ravis de vous avoir en direct pour cette deuxième soirée. Au programme ce soir des rencontres, des interviews avec notamment Christine Calvérac, la présidente des bénévoles qui viendra nous rejoindre. Mimi Matisse sera avec nous, l'invitée d'honneur du festival, actrice bien évidemment de Joséphine Ange Gardien. On recevra également le mouvement On est prêt avec Magali Payenne, Hélène Médigue, Lucie Lucas et Camille Etienne qui viendront sur notre plateau. Nous serons également en duplex sur le village du festival où Laurent Ournac sera avec nous et l'équipe de Dessinez-moi un film. Le festival de Luchon, c'est comme nous l'avons vu, des films, des documentaires, un public fidèle, une ambiance chaleureuse, mais pas seulement. Le cœur même du festival, son carburant, c'est aussi toute une équipe de bénévoles qui travaillent d'arrache-pied avec tout leur cœur pour vous offrir un séjour d'exception. Nous avons voulu ce soir leur rendre hommage en partageant avec vous un reportage sur leur quotidien. Mais avant cela, j'aimerais accueillir Christine Calvérac, la présidente des bénévoles du Festival de Luchon. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir Christine Calvérac qui nous rejoint sur ce plateau. Christine, je vous en prie. Christine, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Bon, Christine, je suis très content de vous recevoir. Ça fait maintenant 22 ans que vous travaillez sur ce festival. Vous êtes responsable de l'association des bénévoles du festival. Pouvez-vous nous dire combien de bénévoles œuvrent cette année pour cette 22e édition ? Eh bien, jusqu'à l'année dernière, nous étions 150 bénévoles. Et là, cette année, nous avons élargi l'équipe de sécurité pour les raisons que vous comprendrez. Et donc, nous sommes 163 bénévoles cette année. Bon, beaucoup de bénévoles, donc. Depuis quand préparez-vous cette édition, Christine ? Alors, je ne veux pas dire toute l'année, mais pratiquement toute l'année. C'est-à-dire qu'avec le président Miégeville, tous les deux, on travaille bien sûr ensemble, les deux associations, depuis des années. L'une sans l'autre, ça ne peut pas fonctionner, bien évidemment. L'une sans l'autre, c'est le Festival de Luchon. Et avec les administrateurs, nous travaillons d'arrache-pied depuis le mois de juillet, à peu près, juillet. Et voilà. Mais moi, par rapport à mes bénévoles, ils sont en fonction à partir du mois de septembre. Depuis toutes ces années, qu'est-ce qui vous motive à diriger cette merveilleuse équipe et qui continue à vous animer année après année ? C'est le plaisir déjà en premier. Tant que la santé tient, c'est super. Et puis, c'est surtout l'amitié. Parce que ce groupe de bénévoles, les nouveaux, on en prend à peu près une vingtaine par année, puisqu'il y en a à peu près une vingtaine qui s'en vont. Mais ces nouveaux bénévoles, on les reçoit, on leur explique, et c'est important, parce que dès qu'ils ont compris ce qu'on recherche, c'est-à-dire carrément, comme ils disent, on met notre ego de côté alors. Mais je dis oui, parce que c'est la bonne cause. Donc après, c'est formidable. C'est formidable parce qu'on sent cette cohésion, on sent cette envie, on sent ce besoin de bien recevoir tous nos accrédités et puis d'être vraiment dans la peau d'un blouson rouge. Et vous êtes là donc depuis le début de ce festival, vous l'avez vu grandir. Comment vous l'avez vu évoluer, ce festival ? Je l'ai vu bien évoluer. Je l'ai vu grandir, oui, mais le bénévolat a beaucoup changé et il faut s'adapter. Donc c'est maintenant un bénévolat de personnes qui sont mais dévouées. C'est incroyable ce bénévolat. On dit dans les associations que sans les bénévoles, on ne peut rien faire. Mais bien sûr qu'on ne peut rien faire sans les bénévoles. Mais il faut sentir cette envie de donner, cette envie de partager. Et ça se sent, parce que ça se sent dans l'accueil, dans notre association, comme dans beaucoup d'associations. Hein. Donc, moi, c'est ça qui me porte et c'est important. Bon, merci Christine. En tout cas, on a une petite surprise pour vous. Notre équipe, aujourd'hui, a capté un reportage sur vous, sur les bénévoles. Et nous vous proposons de découvrir ces images tout de suite avec nous. Avec grand plaisir. Bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. En ce deuxième jour de festival, nous partons à la rencontre de nos bénévoles. Je suis avec Gilbert, responsable bénévole au Rex. Gilbert, dites-nous, quelle est votre mission au sein du festival ? On m'a confié depuis 3 ans, avec ma compagne, la responsabilité d'organisation
des bénévoles et des entrées, etc., des sorties, des votes, de tout ce qu'il y a à faire pour le Rex. Pour ce festival, on est 163 dans mon cas, qui viennent donner de leur temps, toujours avec plaisir, et il y a une très très bonne ambiance. Je suis en présence de Nicolas et Faustine, deux jeunes stagiaires bénévoles du Festival de Luchon. Est-ce que vous connaissiez le festival avant? Pas du tout. Honnêtement, non du tout. Bon, Ah moi, non, ça on est nous de fait mauvaises recrues. vraiment, on connaissait pas du tout et on est trop contents. Enfin, moi, je me Ouais, régale. non, honnêtement, c'est bien. Ouais. Puis vraiment, genre, c'est vraiment un monde vraiment à part, mais franchement, c'est bien. Honnêtement, c'est grave bien. C'est intéressant et tout. Genre, on voit vraiment plein de trucs qu'on verrait pas au quotidien et tout. Donc vraiment, c'est formateur et c'est énorme. Je suis en présence de Jean-François, un bénévole chauffeur du festival. Bonjour Jean-François. Bonjour. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre mission? Ma mission, comme tous les chauffeurs donc, du festival, notre mission est d'aller chercher des festivaliers, soit dans les deux gares qui sont Tarbes ou Matabio, ou sur l'aéroport de Blagnac. Et ensuite, nous les ramenons donc sur le festival où on part du festival pour les amener justement aux gares ou à Blagnac, à l'aéroport, afin qu'ils puissent repartir vers leur destination de départ. Et c'est ainsi que s'achève cette deuxième journée. On se retrouve demain et en attendant, passez un bon festival. Je vous propose de vous présenter notre Social Wall tout de suite. Alors le Social Wall, c'est une nouveauté cette année. Nous vous proposons de vous diffuser en fait tous vos tweets. Donc vous réagissez avec le tweet Festival de Luchon et toutes vos publications seront affichées sur notre mur social pendant le festival. Sur cette émission, mais également sur les réseaux sociaux. Donc je vous invite à tweeter avec le hashtag Festival de Luchon et tous vos tweets, voilà, comme le Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle qui a tweeté à propos du Festival de Luchon. Alors je vous en prie, parlez de ce festival autour de vous parce que cette 22e édition, c'est quand même quelque chose. Merci Christine d'avoir été avec nous. À vous. Allez, on part du côté du festival, du village du festival, où Jean-Pierre est avec nous. Jean-Pierre, est-ce que ça va? Voilà. Oui, nous sommes avec notre invité, mon cher Geoffrey. Il y a beaucoup d'ambiance ici et c'est la chasse aux invités. Et nous allons faire une page consacrée à l'Occitanie, car dans le cadre de ce festival, l'Occitanie occupe une place un peu importante ou beaucoup importante, non ? Eh bien, oui, c'est vrai que ça a un peu plus de 20 ans que le festival existe et c'est vrai que c'est une première pour les projections occitanes cette année. Alors Mathieu Barès, donc comment ça se passe ? C'est-à-dire que les premières projections sont des documentaires qui sont tournés en langue occitane ? Oui, tout à fait. Voilà, il y a des documentaires, des films d'animation. Donc il y a eu 2 projections en occitan. C'est vrai que quand j'ai rencontré Patrick Ruffo, un des co-organisateurs du festival, je lui ai dit, bon, c'est vrai qu'on est en région Occitanie et on n'a pas de film en occitan. Donc bon, il y avait eu auparavant des animations occitanes, des chansons, des moments de partage autour de la langue. Mais je lui ai dit, mais il y a une chaîne occitane qui existe, qui s'appelle Oc Télé, et qui propose des documentaires, des web-séries, des films d'animation. Donc il y a eu une première animation en occitan mercredi matin qui était dédiée aux scolaires, puisqu'on a une école bilingue français-occitan ici à Luchon. Et il y a combien de jeunes qui régulièrement viennent au cours ? Donc il y a actuellement, c'est une section qui est assez jeune puisqu'il n'y a que 2 ans qu'elle existe, il y a 30 élèves qui suivent le cursus occitan. Ils ont quel âge ? Et ils ont entre 4 et 6 ans. Oui. Voilà. Et donc ces élèves-là bénéficient de la moitié de leur temps scolaire en occitan. C'est-à-dire qu'on fait des maths en occitan, on fait des sciences en occitan, des arts visuels en occitan, motricité en occitan. Vous-même, vous enseignez, Mathieu ? Oui, moi je suis enseignant dans cette école justement depuis 2 ans. Voilà. La culture occitane, cette langue que parlaient les anciens, on la parle aujourd'hui encore véritablement dans ces vallées pyrénéennes ? Oui, juste derrière la montagne, là derrière, il y a le Val d'Aran.
Et il faut savoir qu'au Val d'Aran, l'occitan est langue officielle, langue co-officielle avec le castillan et le catalan, donc au même niveau. Et là-bas, on trouve des gens qui parlent l'occitan couramment dès leur plus jeune âge jusqu'à très ancien. Et ici, dans les vallées, il y a quand même encore quelques locuteurs occitans. Bon, moi, j'ai appris la langue avec mon grand-père. Voilà, j'ai appris la langue depuis tout petit. Je l'ai toujours entendu parler à la maison par mes grands-parents. Mes parents le parlent aussi un petit peu. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu envie de faire ce métier et de le transmettre aux plus jeunes. Alors on parle, mais on chante aussi en occitan et on en a eu la preuve hier soir. Oui, tout à fait. Hier soir, il y a une cantère, ce qu'on appelle une cantère. C'est un moment de chant spontané, de chant polyphonique. C'est deux personnes qui se mettent à chanter et puis petit à petit, ceux qui connaissent la chanson peuvent se greffer au groupe. Et voilà, c'est un moment toujours assez convivial où on chante autour d'un bar, autour d'une table. On a un peu l'impression que les Pyrénées, il y a une tradition du chant. C'est vrai au Pays Basque, c'est vrai ici dans cette vallée. Tout à fait, oui. Il y a toujours eu des chanteurs, des gens qui aiment chanter, qui aiment danser, les danses traditionnelles qu'on appelle. Mais c'est des danses souvent très simples, très populaires. N'importe qui passe peut se greffer au groupe et apprendre, c'est des pas simples. Voilà. Et comme je disais à Patrick, bon, c'est bien, il y a depuis quelques années quelques productions en occitan, quelques animations en occitan, mais il n'y a pas de... Mais à quand un film tourné où tous les acteurs parleraient occitan, par exemple? Ah, ça existe déjà. Sur justement la télé, en fiction, Occitane Oc Télé, vous avez ce choix-là. Voilà, il y a plusieurs films qui ont été tournés en occitan et donc dimanche il y aura le film des Siffleurs d'As qui sera diffusé au Théâtre du Casino à 10h20 qui est un documentaire en occitan. Alors pour terminer, vous allez nous dire vive la 22e édition du Festival de Luchon mais en occitan. D'accord, eh bien, je vais vous le dire. Bisque la 22e édition du Festival de Luchon. Voilà Geoffrey, on se retrouve avec d'autres invités dans quelques instants sur ce plateau devant le Café Festival. Et merci, c'est Adi Schatz. Merci Jean-Pierre, je vois que l'ambiance est bonne sur le village du festival. Et comme vous pouvez le voir sur le plateau, je viens d'accueillir une invitée prestigieuse. Mimi Mati est avec nous ce soir. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, Mimi. Bah non, c'est gentil. Écoutez, vous êtes connue avant tout pour votre figure emblématique de Joséphine Ange Gardien. Avec plus d'1 milliard de téléspectateurs réunis. Vous êtes une des figures préférées de la télévision française. Beaucoup de générations vous aiment et les gens vous portent dans votre cœur. Mais il y a pire, hein, moi je dirais. Je pense qu'il y a pire, effectivement. Il y a pire, il n'y a Mais pas de pour problème. pour vous, que représente Joséphine Ange Gardien? Bah, Joséphine, c'est un gros morceau de ma vie, même si ça fait 35 ans que je fais ce métier et que Joséphine n'a que 23 ans, ce qui est déjà pas mal. Mais c'est un personnage qui fait partie à part entière de ma vie, ce qui ne m'empêche pas de faire d'autres choses à côté. Mais puisque je viens de tourner dans 10%, qu'on tourne en avril le 3e volet d'une fiction sur France 3 qui s'appellera Le Prix de la famille. Mais c'est quelqu'un qui fait partie de moi et qui fait partie de ma vie, je l'avoue. Vous êtes également très engagé associativement, on le sait. J'essaye. Vous êtes figure majeure des Enfoirés, marraine de nombreuses associations caritatives, mais aussi ambassadrice de l'UNICEF. Comme dans la série, en fait, vous semblez avoir le même besoin de venir en aide aux autres. Je pense que quand on a la chance que ça marche et d'avoir une petite notoriété, plus ou moins grande, plus ou moins petite, autant s'en servir pour toucher les gens et essayer de les amener vers des causes qui ont besoin d'aide. Ça me faisait rire d'entendre la bénévole parce que j'avais vraiment l'impression de me retrouver avec les bénévoles des Restos du Cœur qu'on a terminé il n'y a pas longtemps à Bercy. Et comment ça s'est passé justement, ces Restos du Cœur pour cette année? Oh, c'est super, vous allez voir l'édition 2020, elle est top. Il y a des beaux tableaux, on est revenu plus à des chansons à voix et moins de galéjades et je pense que ça va être un très bon cru. En tout cas, on a hâte de voir ça. Bon, vous serez bien sûr, vous l'avez dit, au casting de 10%. Nous recevions Dominique Besnéard hier soir. Est-ce que c'est plus facile de jouer son propre rôle, comme dans 10% par exemple, ou de rentrer dans la peau d'un autre personnage?
Bah, c'est rigolo de jouer son propre rôle. Moi, c'est une petite apparition, comme beaucoup de guests dans cette série. C'était Dominique m'a proposé ça. Ils avaient écrit quelque chose. On a travaillé ensemble dessus. J'ai proposé d'aller un petit peu plus loin avec Marc Fitoussi et Dominique. Ils ont accepté mes idées et je crois que c'est assez drôle ce qu'ils m'ont fait faire. Comment s'est passé le tournage? Bah, très bien, j'étais impressionnée parce que pour une fois, c'était pas moi la vedette du casting. Donc, mais j'ai été accueillie divinement bien par Camille Cotin, par toute l'équipe. C'était un bonheur. Je me suis régalée. C'était intensif parce qu'on a beaucoup de pages à mettre en boîte, mais c'est super. Je suis ravie. Bon, ben, on va retrouver les images de toute façon très très vite, on Oui. le sait. On a hâte en tout cas de découvrir cette nouvelle saison de 10%. Pour cette 22e édition du Festival de Luchon, vous êtes mise à l'honneur. Vous recevrez demain soir, C'est demain soir. Demain oui, soir, oui. le Pyrénées d'Or. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Bah, ça veut peut-être dire qu'il faut que je m'en aille. Parce que quand on reçoit un prix d'honneur, soit on va mourir, soit... Non, je suis très contente. Moi, je suis contente pour Joséphine, je suis contente pour mes producteurs, parce que tout le monde travaille d'arrache-pied pour essayer. C'est pas évident, 23 ans d'une série, faut renouveler, et je trouve que l'équipe qui travaille en amont des tournages fait un boulot formidable entre Sébastien Pavard et Laure de Kervas-Doué. Ils sont pas là avec moi, hélas, parce que c'est les vacances. C'est les vacances parisiennes. Vous faites le festival pendant les vacances parisiennes. Mais beaucoup de gens de Paris viennent en vacances pendant le festival. C'est ça oui, aussi, mais Luchon. il faudrait qu'il y ait de la neige. Et comment Oui, dire c'est vrai. Non, mais voilà, moi je suis contente. C'est plus un hommage que je prends pour une série collective sur laquelle on travaille pour essayer de rendre les gens heureux depuis 23 ans. Bon, et comment s'est passé du coup cet accueil au Festival de Luchon? Eh ben, disons que je ne peux pas aller faire les courses toute seule parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et même si je mets une casquette et des lunettes, on me reconnaît. J'ai des copains qui ont plus de chance, qui sont plus discrets quand ils vont faire une course. Non, c'est super, c'est vraiment super. Bon, en tout cas, on a une question. En tout cas, on a sélectionné une question des fans et des internautes qu'on a récupérée sur Instagram cet après-midi. Elle s'affiche à l'écran tout de suite. Je vous la lis. Donc, bonjour Mimi Mati. Dans Joséphine Ange Gardien, je voudrais savoir si vous avez ressenti une évolution entre votre personnage au début de votre... Au début. Au début, oui. Et votre de votre personnage aujourd'hui, d'aujourd'hui. effectivement. Je peux le lire si vous voulez le prompteur. Non, oui, il y a une évolution. Elle est beaucoup plus féminine, moi, je dirais. Au début, on était un peu dans des standards. Elle était toujours en bleu. Elle était toujours... Elle disait pas trop de gros mots. Maintenant, elle a beaucoup évolué. Vous allez voir, pas l'épisode qui est projeté pendant le festival, mais celui qu'on vient de terminer, où je joue 3 rôles. Joséphine va se détripler et il y en a une qui est un peu à la manière de Multiplicity. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film avec Michael Keaton. Et donc, comme elle n'arrive pas à s'occuper de tous ses clients, elle claque des doigts. Et il y a une deuxième Joséphine qui apparaît, mais qui est très oh ma chérie, tout est beau, tout est merveilleux. Et la troisième qui apparaît, qui fume comme un pompier, qui est rock et qui dit beaucoup de gros mots, donc, et qui mange tout le temps. Donc ça, on essaye vraiment soit on part à l'extérieur, soit on essaye de trouver des idées qui fassent que cette série plaît autant aux grands-parents, aux parents et qu'aux enfants. Donc une série pour toutes les générations. Pour l'instant, on s'en sort pas trop mal. Bon, merci en tout cas Joséphine Ange Gardien d'être... Enfin Joséphine Ange Gardien, je vous appelle comme ça, mais Mimi, on peut dire Mimi. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été sur notre plateau. On vous retrouve demain en cérémonie de clôture pour cette remise en honneur. Vous me reconnaîtrez, je serai blonde, j'aurai ma robe longue, voilà. Effectivement. Merci Mimi d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je vous propose de vous rendre du côté des réseaux sociaux afin de découvrir ce que vous avez partagé sur cette 3e édition. On va afficher le social wall à l'écran. Social Wall reste ouvert tout au long du festival. Alors n'hésitez pas à partager vos tweets avec le hashtag Festival de Luchon, c'est très important. Et je vais me rendre du côté du village du festival. Jean-Pierre, est-ce que ça va? Je pense que vous êtes avec l'équipe de Dessinez-moi un film qui a dû arriver. Jean-Pierre, est-ce que vous me recevez? Mais je vous reçois 5 sur 5. On embrasse Mimi Mati ainsi que tous ceux qui sont ici et qui l'adorent évidemment. Alors on va parler cinéma avec la catégorie web-série. La catégorie web-série figure donc, j'ai 2 des acteurs qui sont un peu producteurs. C'est Ciné-moi un film, Dessinez-moi un film. Comment cette idée est-elle née, Mela Bossard?
Au début, on a beaucoup joué au théâtre tous les deux et il me fait tout le temps rire. Donc, au début, on voulait faire des dessins animés. Donc, il a joué tous les personnages à lui tout seul de Blanche-Neige. On a fait Kirikou, Blanche-Neige. Puis après, on s'est dit, tiens, on va faire ça pour le théâtre. Non, non. Parce qu'ils sont dans la vie extrêmement complices, ça, il faut le dire. Hein. Ça fait 15 ans qu'on se connaît et on joue souvent au théâtre ensemble. Et puis un jour, on avait envie de faire la même chose pour le théâtre, les pièces de théâtre. Et puis en discutant avec un producteur à Lille, il nous a dit non mais faites ça pour le cinéma. Et on s'est dit tiens oui on va faire. Et donc on a convoqué d'autres copains. On est 4 acteurs, 2 garçons, 2 filles. Alors on peut les citer. Hein. Oui, Laurent Prévost, Pauline Paolini, Marc Faget et moi Méla Bossard. Et voilà, on a coécrit Dessinez-moi un film. Donc ce sont des pastiches de films et non pas des parodies. Des pastiches de films parce qu'on respecte évidemment l'œuvre d'origine. Et en 4 minutes, on est 4 acteurs à jouer tous les personnages devant des décors dessinés. Alors justement, quels sont les films que vous avez, j'allais dire parodiés, mais non, pastichés? Pastichés, c'est important. Alors il y a Le Silence des agneaux, il y a Thelma et Louise et Les Demoiselles de Rochefort. Et ça devient un pastiche en fait parce comme on résume en 4 minutes, et automatiquement ça devient drôle. Mais c'est la volonté de départ n'est pas d'être drôle. C'est pas de se moquer. On se moque de nous-mêmes et pas de l'œuvre d'origine évidemment. D'accord. Vous avez l'accord préalable des réalisateurs, certains sont plus de ce monde. On a Ridley Scott à la maison régulièrement et c'est pour ça qu'on a eu l'accord pour Thelma et Louise et pour... Juridiquement parlant, à partir du moment où c'est de la pastiche, il n'y a aucun souci. Pas de problème. Le format c'est 4 minutes, c'est court et je présume que pour le tournage c'est nettement plus long. Hein, non ? On tourne en moyenne, on a une journée de répétition et après on tourne en une journée un épisode. Puis il faut savoir que quand on pastiche un film, on le regarde au moins 6 fois et puis au moins 4 fois sans le son pour s'imprégner vraiment du film et savoir ce que le réalisateur a voulu mettre derrière qu'on ne capte pas forcément à la première lecture. On a l'impression, parce que moi j'ai visionné évidemment ces petits clips de 4 minutes, que vous amusez follement sur le tournage. Là, on ne peut pas vous contredire. Non, et on continue, même après le tournage. Alors, les décors sont minimalistes. Oui, en fait, on joue sur des fonds verts et après, on incruste des dessins qui sont vraiment inspirés des décors d'origine. On ne voulait pas mettre de photos un peu moyennes, ça aurait été compliqué et pas joli. Et on voulait qu'il y ait de la poésie et aussi un côté enfantin. Et c'est vrai que le dessin fait que c'est atemporel, ça devient atemporel. Hein. Et c'est pour la même raison qu'on fait la musique avec nous-mêmes, à la bouche en fait. On chante les génériques, on chante la musique du film. Tout est fait avec des bruits de bouche. Vous tombez d'accord sur les films d'emblée? Ce sont des films qui s'imposent à vous naturellement ou pas? On se propose des films et après, oui. Non, pardon, excuse-moi. Non, c'est les films communs ressortent et généralement, je crois que le prochain c'était Alien d'ailleurs. On avait parlé d'Alien. Mais on s'est dit que le prochain vraiment ce serait Inception. Ouais. Thelma et Louise, c'est celui que vous préférez dans la série ou pas? On peut pas dire qu'on le préfère, mais disons que c'est celui qui est le plus efficace parce qu'il est connu quand même de beaucoup de monde. Et c'est le deuxième qu'on ait fait, donc on avait plus de bouteilles que sur le premier qui était Hannibal Lecter, donc Le Silence des agneaux, qui est très efficace en drôlerie, mais qui est moins abouti en termes d'écriture que celui-ci. Les Demoiselles de Rochefort, il est complexe parce qu'il y a une pléthore de personnages, mais on a réussi quand même à faire quelque chose d'assez marrant et joli aussi à l'image. Mais effectivement, le plus abouti, c'est Thelma et Louise parce qu'il est plus efficace et il est plus simple en fait dans la réalisation et dans la. Alors quand on adapte, il faut forcément couper des scènes. Comment se fait le choix? Disons qu'on voit la structure du film et on retire l'important, ce que le réalisateur d'origine et les scénaristes ont voulu raconter. Donc on va vraiment prendre l'essentiel du film. Ouais, on retire les phrases clés souvent. Si on fait le Star Wars, on aura Je suis ton père par exemple. C'est le genre de blague. Ouais, c'est le. Donc on va pouvoir les voir ici à Luchon demain. Il y avait une première projection je crois mercredi et demain on va pouvoir... Demain matin au Rex, je crois que c'est à 9h entre 9h et 11h. Entre 9h et 11h. Il y aura d'autres séries évidemment, il y a plein de web-séries. On en a vu une...
C'était vachement bien. Bref, il y en a des très belles aussi. Oui, et on peut voter ou on peut plus voter là. Maintenant par internet. Dans la salle, internet, les votes sont clos sur internet, mais pas en salle. Vous êtes des habitués de Luchon. Quel est le plaisir qu'on a à se retrouver dans une ambiance à la fois festive, mais c'est pro aussi, hein, c'est-à-dire entre professionnels, il y a des rendez-vous. En fait, ce qui est super, c'est que c'est à la fois effectivement très pro, mais c'est bon enfant, et puis c'est accessible. Moi, je trouve ça très très agréable pour ça, et on rencontre facilement les gens, donc c'est très chouette. Parce on est dans une vallée, donc les gens ne partent pas pendant 5 jours, ils sont enfermés. Donc ils séquestrent tout le monde. Voilà, ils sont séquestrés dans une vallée. C'est arrivé de séquestrer un producteur dans les œufs à Luchon, par exemple, pour l'obliger à signer un contrat. Non, mais c'est une bonne idée. Ah, c'est une bonne idée, hein. Ou un meurtre à Luchon, par exemple. Hein. Ça serait pas mal. Geoffrey, on a pas mal d'idées. La web série, ça marche énormément. Et demain, on sera attentif, demain soir, pour la soirée de clôture, car on saura qui sera le lauréat 2020. En tout cas, on se retrouve avec, dans quelques instants, quelqu'un qu'on aime beaucoup, c'est Laurent Onac, et on parlera bien sûr de Camping Paradis. Merci Jean-Pierre, je vois que l'ambiance sur le village du festival est toujours aussi bonne, hein. Bon, en tout cas, je vous propose de découvrir les images d'hier qui ont été tournées par notre équipe, et je vous propose de découvrir l'ambiance du festival en images. Allez, merci beaucoup pour ces images. Le festival, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire et je vous propose de partir du côté du village du festival où Laurent Ournac, normalement, est arrivé aux côtés de Jean-Pierre. Oui, Laurent est là, fidèle, ponctuel. Le camping, il ouvre à une heure fixe et il ferme à quelle heure, dis-moi? Il ferme pas le Camping Paradis, c'est ça, c'est que quand la journée a commencé, Tom, il sait pas à quelle heure la journée se termine. Mais non, vous avez de la chance que là, on me donne l'impression que je suis quelqu'un de ponctuel alors que je suis le mec le moins ponctuel de France, je crois. Ouais, mais on a une attachée de presse, Peggy Fauchel, on peut la citer, qui assure un max. Alors, c'est pas la première fois que vous venez à Luchon? Non, c'est pas la première fois. Alors, je suis un peu frustré parce que l'année dernière, je suis venu très rapidement. J'étais arrivé le vendredi soir à minuit. J'étais reparti le samedi à midi parce que c'était vraiment une étape. J'allais jouer à côté de Toulouse. J'étais en tournage, ça, donc c'était un peu dur de rentrer dans l'ambiance. Et là, cette année, j'avais un peu plus de temps, donc je suis arrivé hier. Et voilà, je suis là jusqu'à dimanche, donc je rentre vraiment en immersion dans Luchon. Alors, pas de ski cette année, hein, on n'a pas de neige. Le plaisir d'entamer une 11e saison, c'est un succès inouï. Oui, c'est un succès inouï, c'est un succès qu'on partage avec beaucoup de plaisir avec les différents membres de l'équipe, avec le public et ça se voit ici aussi quand on vient à Luchon, parce que nous on parle d'audience, de chiffres, mais c'est des choses qui nous sont très abstraites. Du coup, c'est vrai que de venir comme ça sur des événements comme le Festival de Luchon, c'est l'occasion de rencontrer aussi le public qui nous suit, qui nous regarde, de pouvoir échanger avec eux. Et voilà, c'est plutôt chouette. Ouais. Ouais. Il y a une recette Camping Paradis, il y a des ingrédients qu'on retrouve dans la série. Quels sont les ressorts? Il n'y a pas de recette au succès, malheureusement. Alors, on essaye des choses. Il y a des choses qui prennent, il y a des choses qui prennent moins. Donc, il faut changer. En tout cas, je pense qu'on a la chance d'avoir une série qui est populaire par son essence même. C'est-à-dire qu'effectivement, ce décor qui est un camping est un lieu où il peut se passer 1 million de choses. C'est le mode de vacances préféré des Français aujourd'hui. Donc, forcément, je pense qu'énormément de gens peuvent s'identifier à leurs propres vacances, etc. Et puis, on est dans un cadre très privilégié. On est au bord de la Méditerranée, à côté de Martigues. On a une fenêtre sur la mer qui est absolument inouïe. Voilà.
voilà, est assez préservé, assez sauvage. Et puis voilà, on raconte des histoires qui sont accessibles, qui sont familiales, qui peuvent toucher à la fois les enfants, les parents, les grands-parents. Et je pense que voilà, on est sur une fiction un peu historique dans la façon de faire. On est en 90 minutes, mais je crois que justement, les gens sont accrochés encore à ce genre de série, comme avec Joséphine Ange Gardien. On est un peu les dinosaures avec Mimi de nos séries. Mais en tout cas, je pense que c'est ce qui plaît, et c'est cette écriture-là aussi qui plaît, même si aujourd'hui, il y a un vrai renouveau de la fiction, et on le sent avec les plateformes, avec le numérique. Mais en tout cas, voilà, on est encore le dernier rempart de cette fiction un peu à la française. Merci Laurent du bonheur que vous nous procurez sur votre chaîne préférée. Il y a des projets en cours là, ailleurs que dans le camping? Le camping va aller à la neige cette année, il va aller au ski. On va partir en tournage au mois de mars pour un épisode un peu spécial où on retrouvera toute l'équipe du camping à Morzine, dans un hôtel. Morzine, on ne connaît pas. À Luchon, on ne sait même pas où c'est. C'est loin, c'est de l'autre côté. Merci Laurent, Merci beaucoup. à bientôt. Voilà, Geoffrey, à vous pour la suite du plateau en direct. Merci Jean-Pierre. Alors je suis avec le collectif On est prêt. On est ravis de les accueillir ce soir. Il s'agit d'une partie de l'équipe du mouvement On est prêt, donc, avec Magali Payenne qui est là, Camille Etienne, Lucie Lucas et bien sûr Hélène Médigue est venue sur ce plateau. Mesdames, mesdemoiselles, bonsoir. 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 Bon, alors bonjour à toutes. Du coup, vous êtes ici pour On est prêt. C'est un mouvement, donc du coup, pour résumer un petit peu, c'est un mouvement qui regroupe de nombreux créateurs, chanteurs, acteurs, mais aussi de nombreux experts à l'ONG, des journalistes, des leaders d'opinion politique. Ils souhaitent éveiller du coup les consciences sur l'urgence climatique en créant, en diffusant de nouveaux modes d'action et des outils de sensibilisation à la question écologique. Magali Payenne, vous avez créé du coup le mouvement en 2018. Comment vous est venue l'idée et quelles étaient les ambitions de ce projet ? Alors, l'idée, en vérité, elle était en moi depuis plus de 12 ans. Donc, en fait, elle a mis du temps à germer. Et c'est véritablement en 2018 que j'ai eu le courage, en fait, de la mener à bien. Et au tout départ, en fait, il y a cette volonté de créer un véritable écosystème pour les créateurs qui ont envie de contribuer au changement, qui ont envie d'inspirer les spectateurs à agir dans leur quotidien, individuellement et collectivement. Et donc, au départ de cette envie de créer cet écosystème, il y avait un focus spécifique sur Internet. Internet qui a une puissance énorme. Et c'est pour ça que j'ai commencé au tout début par agréger les créateurs web, pour ne pas dire youtubeurs et instagrammeurs. Donc les créateurs qui avaient le plus envie de contribuer à cette transition. Et ensemble, on a posé les bases de la première campagne On est prêt à agir pour le climat. Et donc pendant 30 jours, on a proposé un défi aux communautés de tous ces créateurs-là pour le climat. Premier jour, je vide ma boîte mail parce qu'Internet est très polluant. Deuxième jour, la gourde. Et puis le défi final, au bout du 30e jour, on attaque l'État en justice pour inaction climatique. Donc ça, c'était porté par 4 ONG. On a porté la mobilisation. À ce moment-là, il y avait plus de 120 artistes qui nous avaient rejoints. Et ça a été la plus grosse pétition française avec 2,3 millions de signatures. Donc cette première campagne, en fait, qui était un test pour voir si on se coordonnait, pouvait-on avoir beaucoup plus d'impact. En fait, ça a prouvé que oui, l'intelligence collective fonctionne réellement, on en a besoin. Et donc après cette première campagne, on a continué à développer le mouvement. Et ce n'est pas que du climat que nous souhaitons parler, c'est aussi de la biodiversité, du vivant et de l'égalité sociale. Bon. Eh bien, beaucoup de créateurs web ont participé au projet. Et vous utilisez principalement les réseaux sociaux pour communiquer et pour partager du contenu et sensibiliser bien sûr le public à ça. Pensez-vous que ces deux relais sont aussi aujourd'hui des vecteurs efficaces pour échanger sur ce genre de choses ? Les réseaux sociaux et quel autre relais ? Tout ce qui est... les créateurs ? Oui, non, les réseaux sociaux en général, en fait, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn. En fait, la force énorme des réseaux sociaux, c'est qu'aujourd'hui, on a des créateurs qui ont des millions de followers et qu'en fait, eux deviennent eux-mêmes les nouveaux médias. Donc en fait, que ce soit les youtubeurs, les instagrammeurs, mais aussi les actrices, les sportifs, ils ont la capacité de parler à des millions de personnes qui, pour la plupart du temps, ont moins de 35 ans. Et ce qu'on a vu sur la première campagne, en fait, ça a été très étonnant parce que je pensais m'adresser aux jeunes. Et c'est vrai qu'on a touché des millions de jeunes, mais en fait, les médias traditionnels s'en sont emparés. Donc on a pu toucher les parents, les grands-parents. Et en fait, les jeunes eux-mêmes,
quand on a sorti l'affaire du siècle notamment, mais même avant ça, pendant toute la campagne, tannaient leurs parents et leurs grands-parents pour agir au quotidien. Et il y a un effet de pédagogie inversée qui fonctionne super bien. Bon, et vous, en tant que, Et en que plus, comédienne c'est un outil qui nous permet en plus de voir directement qu'on est suivi, qu'on est soutenu, de communiquer, on peut se parler en direct. Et il y a des mauvais côtés aux réseaux sociaux, mais ça, c'est un super côté. C'est très démocratique et on est on maîtrise notre discours et il n'y a personne il n'y a aucun, désolé, mais filtre ou voilà, ça ne peut pas être déformé. Et voilà, il y a une promiscuité qui se crée, qui est hyper enthousiasmante et qui donne envie vraiment de se serrer les coudes. On voit qu'on est ensemble. Voilà. Mais c'est vrai que sur Twitter, tout le monde peut toucher tout le monde. Quelqu'un qui est ici, qui n'est pas connu et qui peut tweeter avec votre hashtag ou avec votre mention, peut vous laisser un message et vous, justement, vous pouvez, à votre échelle, agir pour ça. Ouais, alors on est prêt sur Twitter, mais surtout sur Instagram. Et la force d'Instagram, c'est justement que les créateurs se filmaient dans leur quotidien avec leur sincérité, leur vulnérabilité et en action. Et ils se montraient agir avec les stories. Et il y a aussi Facebook, YouTube qui sont super puissants, mais avec des utilisations différentes. Juste rajouter un petit mot. Aussi, ce qui se passe, c'est que en fait, les jeunes générations n'ont pas souvent accès et on a voulu s'adresser à toute une partie de la population qui n'avaient pas accès à l'information et qui n'écoutaient peut-être pas les discours de Nicolas Hulot et les rapports du GIEC et ce genre de choses. Parce qu'en fait, les réseaux sociaux créent un algorithme qui fait qu'on est enfermé dans notre manière de penser et on est confronté constamment aux mêmes manières de penser que nous. Donc ça nous conforte dans nos positions. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est utiliser justement ces nouveaux messagers. Quand on a Norman, Enjoy Phoenix, qui va nous dire c'est important de s'engager, il y a deux choses. La première, c'est que on va toucher des gens qui n'en avaient jamais entendu parler, c'est certain. Et il y a ce phénomène d'identification qui fait que quand c'est Norman qui nous dit « Regardez, moi je peux faire une gourde, moi je peux manger végétarien aujourd'hui », et les gens vont se dire « C'est possible en fait ». C'est pas quelqu'un qui est incroyable et qui est déjà à l'écolo super engagé. Si lui le fait, si lui se sent légitime pour le faire, moi aussi je peux le faire. Et dans ce cas, c'est à la portée de tout le monde. Et donc ce premier pas vers l'action, on l'a banalisé et on l'a massifié. Et donc après, maintenant, à nous de continuer la route et d'aller toujours plus loin. Et donc, en tant que comédienne, qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à rentrer dans ce projet? C'est justement d'être influente? Déjà, dès que j'ai vu les premières vidéos, je me suis dit « Oh, c'est trop bien, c'est génial, il fallait le faire depuis tellement longtemps. » Donc, j'étais à fond. Et donc, je partageais déjà des contenus spontanément sur mes réseaux. Et c'est vrai que quand on est rentré en contact et qu'ils m'ont proposé de participer, j'étais folle de joie parce que vraiment je pouvais j'avais l'impression que je pouvais faire une action qui aurait une belle mise en valeur et qui pourrait avoir un impact. Et voilà, je le dis toujours, pour moi le seul intérêt de la notoriété, c'est vraiment de pouvoir la mettre au service des causes qui nous tiennent à cœur et des combats qui nous semblent importants. Et donc voilà, j'étais ravie et je ne me suis pas posé de questions, j'y suis allée direct. Bon, et quels sont du coup les objectifs que vous avez réussi à atteindre depuis le début de cette aventure? Alors déjà, pour la grande majorité des créateurs qui ont participé à la première campagne, il y a eu un avant et un après. Beaucoup ont changé leur mode de vie, ont arrêté l'avion, ont arrêté d'acheter des vêtements, sont devenus végétariens, ont arrêté les Uber. Donc ça, il y a une réelle prise de conscience agissante. Les communautés se sont énormément engagées. Donc en fait, chaque défi a eu un énorme succès et retentissement pour les ONG qu'on a mis en valeur et les entrepreneurs sociaux qu'on a mis en valeur. Et suite à l'affaire du siècle, avec deux autres personnes, on a beaucoup œuvré pour la convergence avec une partie des Gilets jaunes et puis du mouvement étudiant. Et cette convergence a abouti au mois de mars et ça a permis de négocier avec le gouvernement la Convention citoyenne pour le climat, des 150 citoyens qui œuvrent en ce moment à rédiger des propositions de loi, mesures réglementaires et référendums. Donc il est très probable qu'on ait un référendum ou plusieurs référendums bientôt. Ils vont rendre leurs propositions à Emmanuel Macron début avril. Et ça, c'est super important qu'un maximum de personnes les suivent, parce qu'en fait, les questions qui se posent, c'est tout simplement comment vivre. Comment vivre dans la France, non pas de demain, mais d'aujourd'hui. Bon, et c'est absolument passionnant. Vraiment, je vous conseille vraiment de vous intéresser à cette convention citoyenne, mais c'est
trop intéressant. On n'arrive plus à détacher ses yeux, en fait. Et bravo à Cyril Dion d'avoir mais initié ouais, tout ça. bien sûr. Hélène, vous avez présenté du coup la conférence. Comment s'est passé présenté, je l'ai initié ce matin. Que vous avez à 9 initié, heures. exactement. Quels ont été les retours de cette rencontre avec les Luchonnais ici, à Luchon Ce matin sur ce sujet-là. Oui, formidable. Bon, il se trouve que pour initier cette conférence, j'ai parlé à la fois du film que j'ai réalisé, qui est sorti en salle autour de la transition « On a 20 ans pour changer le monde », qui sera diffusé à la télé bientôt. Et beaucoup parlé aussi de mon projet Autisme Environnement, dont Nicolas Hulot est le parrain, qui est donc une création de réseaux de lieux adaptés pour autistes adultes en lien avec l'agroécologie et l'agroforesterie. Donc le premier lieu ouvre en septembre. Et comme le préconise Nicolas depuis longtemps, cessons de séparer l'écologie du social et de l'économie. Et c'est vraiment la genèse de mon projet. Mon grand frère est autiste. C'est mon aîné de 11 ans. J'ai grandi avec sa différence. Et c'est un cadeau. Mais c'est aussi l'origine de ma plus grande colère. C'est-à-dire que la société ne lui a jamais proposé de solutions dignes et adaptées à sa différence. Je ne dis pas que je vais tout résoudre. Mais en tout cas, je suis ravie d'ouvrir ce premier lieu dans la baie de Somme, où on crée une épicerie. On permet à des personnes différentes de servir l'intérêt général en distribuant les produits bio des agriculteurs qui ne sont pas distribués. Le deuxième lieu est dans les Landes et vraiment adossé à une ferme en agroécologie et en agroforesterie. On plante plus de 100 arbres fruitiers. Et il y a 2 autres lieux encore qui vont ouvrir, donc voilà. Et c'est une façon de relier mes 2 combats. Parce que je pense qu'en fait, c'est mon frère autiste qui m'a éveillée à l'écologie il y a bien longtemps. Parce qu'il a un regard sur le monde qui est bien plus juste que nous. Quel message aimeriez-vous laisser aux téléspectateurs qui nous regardent sur ce sujet? Le message, manger bio, ou au moins en local si c'est possible, et de saison. Et c'est en lien aussi avec mon dernier film que j'ai présenté il y a 2 heures. Notre société, je pense que pour être à la hauteur des enjeux du XXIe siècle, on va définitivement être contraint de nous relier, de redéfinir notre rapport au temps et d'inventer demain avec plus de sens. Et cette transition, c'est un cadeau aussi. Voilà. Et moi, je me réjouis de Lucie. Lucie est une actrice magnifique, mais une actrice engagée qui ne fait pas que parler. Je veux dire, elle œuvre, elle est partie s'installer, elle a une ferme en permaculture en Bretagne. Son engagement, il est de chaque seconde, de chaque minute. Voilà, et puis bravo à toutes les 2. Je suis ravie de vous rencontrer pour la première fois. Je vous suis depuis longtemps. Pareil. Et moi, je voulais dire aux gens qu'il ne faut pas qu'ils se découragent, justement, parce que personne n'est parfait. Et on a tous pollué, on pollue encore. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir conscience de chaque chose qu'on fait et d'essayer d'impacter le moins possible et de consommer le mieux possible aussi. Il ne faut pas oublier que vraiment, quand on achète un produit, on subventionne la marque à laquelle on achète le produit. Donc, il faut choisir les marques parce qu'il y a plein d'entreprises qui sont aussi très belles, on n'en entend pas toujours parler, mais qui font beaucoup d'efforts pour la planète et pour l'humain. Et c'est en soutenant ces entreprises-là qu'on va changer le monde. Et dernière chose, c'est très difficile de prendre conscience de l'état du monde. C'est un vrai choc, c'est déprimant. Mais il ne faut pas avoir peur de passer par là parce que c'est juste une étape du processus. Et après, on est en colère, mais après, on se dit comment je fais pour supporter tout ça. Et on rentre dans l'action. Et là, vraiment, on n'a que des gens qui ont fait ce choix. Et franchement, voilà, il n'y a qu'à regarder le visage épanoui d'Hélène ou de mes copines chéries. Et on voit que ça nous rend heureux, en fait. Et moi, j'ai vraiment remis du sens dans ma vie et j'apprécie la vie bien mieux, malgré le fait que ma conscience se soit vraiment éveillée sur les dangers et tout ce qui ne va pas dans le monde. Donc, il ne faut pas avoir peur. Ouais, je voudrais dire une dernière chose. Bravo, Lucie. Et Nicolas Hulot le dit souvent, la transition, c'est un chemin. Donc, évidemment, on fait ce qu'on peut, là où on est. Vivre avec son présent, c'est ça. Et il a dit une très belle phrase quand il a quitté le ministère. C'est bien les démissions pour ça aussi. Il a dit « Nos yeux rivés sur nos écrans nous éloignent de la chair du monde ». Et cette phrase, elle ne me quitte pas. Donc oui, relions-nous à la chair du monde. Et ça peut être joyeux, vraiment. Bon, merci mesdemoiselles en tout cas d'avoir été avec nous sur ce plateau. Comment s'est passée en tout cas cette semaine de festival ici à Luchon? Formidable. Maintenant, moi je suis ravie qu'il y ait une journée consacrée à l'environnement.
et qu'on mette l'environnement aussi au centre de toutes les étapes de création d'un film. C'est extrêmement précieux. Oui, ça c'est vrai qu'on est dans un festival d'audiovisuel, donc il faut quand même avoir conscience que l'audiovisuel, c'est une industrie qui pollue énormément et que donc on a aussi beaucoup d'efforts à faire dans notre travail, dans nos métiers. Et il y a plein de solutions qui existent. Et il y a des gens qui sont là pour nous accompagner dans la transition. Je pense à la boîte Sequoia qui aide les productions vraiment à diminuer leur impact. Et voilà, il y a plein de solutions, mais il faut se retrousser les manches, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Maintenant, c'est ringard de faire des films qui ne sont pas éthiques. Absolument, éco-responsables, et que les cantines soient bio sur les tournages. Et ça se développe quand même. Ouais, pas ouais, mal. non mais bien sûr. Donc bravo à Christian Cap, parce que je sais qu'il s'est battu. Et je veux quand même. Ça fait 2 ans que cette, Oui, il l'avait bien évoqué l'année dernière, mais là quand même il s'est. Bon, en tout cas, du coup, Jean-Louis Etienne était parmi nous l'année dernière. Cette année, c'est Yann Arthus Bertrand que nous mettons à l'honneur ce soir. Et Lucie Lucas. Et Lucie Lucas, bien sûr. Et Hélène Médic. Hélène Médic. Et on est prêts. Merci, Magali, mesdemoiselles. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous, en tout cas, pour cette deuxième émission. On se retrouve demain pour une nouvelle, bien sûr. Et je vous dis à demain, 18h. Bonsoir.